Et on se préoccupe donc du secteur bancaire qui, comme toutes les entreprises, passe en ce moment le test des publications de chiffres d'affaires. On en parle avec vous, Nicolas Darbo. Merci d'être avec nous. Bonjour, vous êtes expert associé chez Accuracy. Alors, on a eu donc déjà des premiers résultats, encore ce matin d'ailleurs, du côté d'UBS, qui surprennent plutôt positivement. La capacité à générer des bénéfices, et même en situation de baisse de taux, vous semble-t-elle acquise? En fait, les résultats des banques européennes sont bons pour le moment parce qu'effectivement, ils sont largement boostés par les revenus de la BFI, hein, notamment les revenus liés aux dérivés actions et puis également au M&A. Cela profite effectivement à UBS on a pu le voir ce matin. Euh, HSBC en a également profité et annoncé également de très bons résultats. Cela devrait profiter aussi aux banques françaises, même si les banques françaises ont d'autres métiers, et notamment la banque de détail en France, qui va aller plutôt en fin verse pour les résultats. Donc si on décortique tout ça, la banque d'investissement, la fameuse BFI, pourquoi elle rebondit? Il y a des opérations de fusion, acquisition qui ont redémarré, mais pas seulement. Qu'est-ce qui est moteur dans tout ça? Hmm. Il y a deux moteurs à l'œuvre dans la PFI depuis quelques trimestres. Le premier, effectivement, c'est le redémarrage du M&A, des introductions en bourse, beaucoup sur le marché américain. Ça vient petit à petit en Europe, mais c'était en tout cas sur le premier semestre beaucoup sur le marché américain. Ce sont des opérations, hein, le M&A ou les introductions en bourse, très génératrices de commissions, très rentables. C'est ça qui a en grande partie boosté les revenus des BFI, côté US et côté européen. Le deuxième moteur, ce sont les activités de marché, notamment les dérivés actions. On sait que les années d'élections américaines, ce sont des activités qui sont largement boostées par le contexte, notamment par une hausse de la volatilité sur les marchés. Cela profite au BFI et ça se voit effectivement sur les revenus de cette année. Et justement, côté banque d'investissement, est-ce que ça redémarre aussi fort côté européen? Donc, ce qu'on a eu déjà un HSBC, Deutsche Bank aussi qui avait publié la semaine dernière, ou UBS, que les américaines qu'on a eu déjà il y a une dizaine de jours, mais qui ont surpris positivement, hein, Goldman, Morgan Stanley, JP Morgan. Oui, dans les trois européennes qui ont publié à date, hein, on a Santander, Barclays et donc UBS. La BFI est très bien orientée, comme aux États-Unis. Alors, pas forcément autant sur la partie M&A comme vous l'indiquez, parce que le M&A est plus fort pour le moment encore aux États-Unis qu'en Europe. Néanmoins, ça reste très favorable. Et effectivement, les résultats de ces trois banques sont largement favorisés par la BFI. Mhm. La baisse des taux dans tout ça, ça impacte plutôt la banque de détail. Est-ce que on voit déjà l'impact du début de cycle de baisse du côté des publications? Oui, alors sur la banque de détail, vraiment, enfin, c'est un métier qui est effectivement très dépendant du niveau des taux. Comme vous le savez, les taux ont monté en 2022-2023. Cela a favorisé les banques européennes et les banques américaines d'ailleurs. Ensuite, les taux ont baissé en 2023 et 2024, et cela, bah, de la même façon, les a défavorisés. Pourquoi? Parce que euh, l'épargne accumulée au sein des banques est placée sur des actifs qui sont en taux variable. Si les taux montent, les revenus augmentent de façon naturelle. Si les taux baissent, les revenus baissent. Ça, c'est pour les banques américaines et les banques européennes. En France, on a un modèle un peu à part. Ouais. Les crédits ne sont pas à taux variable, ils sont à taux fixe. Donc, lorsque les taux montent, les banques françaises n'en profitent pas. Et tout le désajustement qu'on a pu voir en 2023. Voilà. Et en revanche, là, dans les trimestres qui viennent, les banques européennes vont être pénalisées par la baisse des taux, là où les françaises devraient petit à petit retrouver de la croissance sur la banque de détail. Oui, donc c'est finalement des chiffres plus résilients qu'on attend du côté de BNP ou Crédit Agricole ou Société Générale. Oui, petit à petit, le plus dur est passé pour les banques françaises. 2023, enfin le deuxième semestre 2023 et le premier semestre 2024, sans être mauvais, mais il était inférieur en termes de croissance par rapport aux banques européennes et aux américaines. Cela petit à petit va s'inverser. Le plus dur est passé, comme je l'ai indiqué. Les trimestres qui viennent devraient être meilleurs. Après, pour une banque aussi diversifiée que BNP ou que le Crédit Agricole,
Ces banques-là, même si elles souffrent sur la banque de détail en France, elles ont tellement de métiers, tellement de géographie qu'elles arrivent à compenser. Et finalement, elles vont passer cette période un peu difficile sans aucune difficulté. Ouais, le concept de la banque universelle. Est-ce qu'il y a des choses qui vous Exactement. inquiètent dans ces publications? On peut voir Deutsche Bank, c'était le cas en Allemagne, peut-être aussi hier HSBC, quand même la hausse du coût du risque avec une peur de provisions pour, enfin, les provisions pour créances douteuses qui augmentent aussi. Oui, il y a deux facteurs de risque, effectivement. Le premier, comme je viens de l'indiquer, c'est la baisse des taux, hein. Si les banques ont gagné à la hausse, elles vont perdre à la baisse. Donc ça, c'est un premier facteur. Et on le voit bien dans les chiffres d'HSBC, on l'a vu aussi dans ceux de Santander hier. La marge d'intérêt est repartie à la baisse. Voilà, donc ça, c'est quand même un facteur d'inquiétude. Le deuxième, c'est le risque. On le voit bien. On l'a vu aux États-Unis. Le coût du risque des banques américaines ce trimestre est en hausse significative et on le voit également sur les européennes et on l'a vu également ce matin sur UBS. Mais est-ce que ça commence à Donc être oui, alarmant ou c'est encore des niveaux normaux? non, ce sont encore des niveaux raisonnables. Mm. Normaux, voilà, c'est difficile de définir la normalité en fonction du cycle économique, mais en tout cas, ce sont des chiffres qui restent raisonnables. Les banques, qu'elles soient européennes ou américaines, ont beaucoup provisionné pendant la pandémie, en 2020-2021. Elles ont encore des montagnes de provisions Mm. qu'elles reprennent petit à petit. Donc, cela reste encore largement sous contrôle, mais c'est à surveiller, Est-ce qu'il vraiment y à a, surveiller. est-ce qu'il y a un doute sur des actifs en portefeuille d'actifs de banque? Je pense notamment à l'immobilier commercial. La Banque Centrale Européenne a fait un rapport sur comment était valorisé l'immobilier commercial. Est-ce que c'est aussi là un risque? Là encore, je pense que le plus dur est passé sur l'immobilier commercial, hein. Euh, Effectivement, l'activité a fortement ralenti, les prix ont baissé, des taux de vacances très élevés dans l'immobilier commercial européen ou américain. Donc oui, c'est un facteur d'inquiétude. C'est en train de se gommer petit à petit. On voit bien qu'il y a sur les taux de vacances des immeubles, il y a un mouvement vers le retour dans les bureaux quand même, hein, donc qui est un peu Mm. nouveau, mais qui de fait va à nouveau faire augmenter les taux d'occupation. Donc possiblement ça aura un effet sur les prix. Les taux baissent, donc ça c'est également plutôt favorable à l'immobilier. Donc voilà, je pense que petit à petit, les facteurs s'inversent et devraient éviter une crise majeure sur l'immobilier. Oui, allège le fardeau. Un regard sur la consolidation du secteur de banque, il y a eu quand même quelques actualités récemment. Si on commence d'abord par celle de l'été, BNP qui rachète AXA IM, c'est pas trop gros pour BNP, ça va en faire un géant de l'asset management. Il en est capable? Non, c'est extrêmement bien joué pour BNP. Si on regarde sur 2 ans, qu'ils ont fait en termes d'ajustement de portefeuille d'activité, euh, il y a 1 an et demi, ils se sont séparés de leur activité de banque de détail aux États-Unis, hein, Bank of the West, qui était une activité Mm. très rentable, hein, simplement qui dégageait peu de synergie avec le reste du groupe. Or, chez BNP, le credo, c'est vraiment avoir le plus de synergie possible entre les métiers. Donc, de ce point de vue-là, c'était un point à corriger. Premier mouvement. Deuxième mouvement, l'entrée effectivement dans la M. On fait de longue date que BNP n'avait pas la taille critique sur la M en Europe, hein, avec Mm. enfin, étant très très loin d'Amundi qui a 2000 milliards, ils étaient entre 2000 milliards. Ce mouvement va enfin leur permettre de rattraper une grande partie de leur retard, d'avoir un asset management euh, vraiment en phase avec leur taille européenne et mondiale. Voilà, donc c'est un très bon mouvement pour BNP, probablement générateur de beaucoup de synergies au sein du groupe. Mm. Voilà, avec après un point d'attention évidemment dans le genre d'opération qui est la capacité à intégrer effectivement une activité de cette taille. Oui, les équipes, oui. Et la petite banque italienne Unicredit qui veut racheter Commerzbank alors qu'il monte à quasiment, qui peut monter jusqu'à quasiment 30%. Comment vous voyez la suite une fois qu'elle sera à ce niveau-là dans le capital de la banque allemande? Est-ce qu'elle aura les capacités d'aller encore au-dessus? À court terme, pas forcément. Avant les élections allemandes qui auront lieu dans quelques trimestres, pas forcément. Sur le long terme, je pense que oui. Intuitivement, je pense que oui. Je pense que le sens de l'histoire, c'est voilà, que cette opération aille peut-être à son terme. Euh, c'est pas exactement une fusion transfrontalière. Enfin, fallait oui, parce Mm. que c'est une banque italienne voilà, qui in fine a racheté une banque allemande. Néanmoins, Unicredit est déjà présent en Allemagne avec de longue date, hein, depuis la crise des subprimes
fait de la dette fait de la crédit de la dette souveraine, pardon. Euh, donc c'est une consolidation sur le marché allemand par Unicredit. Voilà, donc c'est pas exactement une opération transfrontalière comme on peut la définir normalement. Mm. Donc je pense que cette opération a des chances d'aller plus loin. Et oui, c'est une consolidation largement aussi appelée des vœux des autorités monétaires notamment. L'actualité M&A en chargé, on en a parlé. Est-ce que vous vous en voyez d'autres à venir, des cibles potentielles dans ce milieu, dans ce secteur bancaire? Oui, il peut y en avoir d'autres. Aujourd'hui, si on compare le marché américain avec le marché européen, aux États-Unis, on a 6 grandes banques. Après, il y a plusieurs milliers d'autres petites banques régionales, mais en tout cas, il y a 6 grandes banques majeures. Je rappelle que JP Morgan fait, en termes de revenus, 3 fois BNP, et le numéro 1 européen. Bon, donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un écart de taille très significatif. Ça veut dire qu'en Europe, il y a encore beaucoup de banques de taille moyenne. Donc oui, forcément, voilà, sans donner de nom, parce que voilà, je ne ferais pas le faire. Mais oui, il y aura forcément de la consolidation. Après, pour qu'il y ait une vraie consolidation, il faut quand même que les usages en Europe convergent. Et puis, il y a un point qui est un vrai frein aujourd'hui, qui est qu'aujourd'hui, l'épargne ne peut pas circuler complètement librement sur le marché européen, hein, donc entre les différents pays, parce que la garantie des dépôts n'est pas à l'échelle européenne. Et ce point, il faudra à un moment donné l'ajuster si on va plus loin dans la consolidation. Oui, la fameuse union des marchés de capitaux à l'échelle Tout à européenne. fait. Merci beaucoup Nicolas Darbo d'avoir été avec nous pour ce décryptage donc, sur les banques. Merci beaucoup. Bonne journée.